Bien, bonsoir. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le Théâtre du Manège à Mons pour cette dernière journée de la Big Data Week qui est une première en fait en Wallonie et particulièrement à Mons. Je suis très très heureux en tant que président du Mondaneum de vous accueillir aujourd'hui. C'est un jour un peu spécial pour le Mondaneum, je vous en parlerai dans la fin de ma très courte intervention. Mais je voulais souligner le fait que le Mondaneum a pris un rôle important finalement dans l'organisation de cette Big Data Week et que nous sommes finalement en bonne compagnie puisque c'est une activité qui est organisée depuis Londres et depuis quelques années, 3 ans, je pense, et dans laquelle des villes comme Barcelone, Berlin, Chicago, Dubaï, Istanbul, Kuala Lumpur, Sao Paulo sont partie prenante. Et donc la Wallonie dans son ensemble, et Mons en particulier aujourd'hui, nous sommes effectivement en bonne compagnie. Alors le Mondaneum se réjouit évidemment du succès de cette première édition, mais vous savez qu'on ne travaille jamais seul, nulle part, et encore moins lorsqu'il s'agit de donner un éclairage particulier sur ce qu'il est convenu peut-être d'appeler, c'est peut-être un peu daté déjà, les nouvelles technologies. Mais il faut vraiment remercier Google du soutien qu'il apporte dans cette organisation, ainsi que toute une série d'amis et de partenaires comme Futurosité, qui a cet après-midi, je pense, aussi animé l'après-midi, IBM, Mobistar, Technocité, Connexion, BHC, le CETIC, l'Université de Mons, bien entendu. Je vais en oublier. L'Université de Namur, avec le réseau européen No Escape, Transculture, la Fondation Mons 2015, l'Agence Wallonne des télécommunications, Data News et Regional IT. Et donc, je l'ai dit, Google a joué un rôle et joue un rôle important à la fois dans l'organisation de ces conférences et dans les relations avec le Mondaneum. Voilà, ça va mieux comme ça ? Ouais. Et je remercie Bill Kingston qu'on va accueillir dans quelques instants, qui vraiment est la personne de contact et qui est devenu un ami du Mondaneum et de Mons même. Voilà. Pour cette grande conférence de ce soir qui nous accueille au Théâtre du Manège, bien entendu. L'AOT, je ne l'avais pas encore cité, qui retransmet en streaming et en live sur le web. Alors, je vous disais que c'était un jour un peu particulier pour le Mondaneum. Ce matin, nous étions avec toute l'équipe à Leuven, dans la bibliothèque universitaire, puisque, figurez-vous, le Mondaneum et particulièrement le RBU, la classification décimale universelle inventée en quelque sorte aussi par Paul Hotley, et la réserve précieuse de la bibliothèque de Leuven, de l'université de Louvain, a été reconnue par l'UNESCO dans un département qui s'appelle Mémoire du monde. Et donc, oui, merci. Merci pour l'équipe surtout. Vous savez qu'il y a une équipe extrêmement dynamique et qui a fait, en très peu d'années, en une quinzaine d'années, a permis de redécouvrir le Mondaneum et de le mener jusqu'à l'UNESCO. Je crois que vous avez eu raison de les applaudir, bien entendu. Voilà, je ne serai pas plus long. Bill Kingston, qui est notre relais, mais qui est bien plus que ça d'ailleurs. Salut Bill. Salut. Ça va? Et tu nous amènes Kenneth Kukir aujourd'hui, donc je vais te laisser le présenter, un peu présenter. Mais je t'en remercie vivement en tout cas. Merci à vous, bonne soirée. Merci. Donc, merci Jean-Paul. Donc, je voulais dire juste quelques mots pourquoi Google est ici, pourquoi on soutient et pourquoi on vous amène Ken. Donc, personnellement, ça fait 2 ans depuis que j'ai commencé à travailler. Jean-Paul, on a dépassé l'anniversaire de 2 ans. Je crois parce que c'était avril 2013 que Google et le Mondaneum avaient fait un partenariat. Nous avons un de nos grands centres de data juste à côté de chez vous et
C'est difficile d'y aller pour les raisons de sécurité, etc. Donc, on a décidé d'amener le centre data ici à Mons pour essayer de l'expliquer un peu ce qui se passe dans la région et pourquoi c'est important. Et le Mondeneum, on avait ce lien qui était incroyable, du Google de papier, il y a 100 ans, fait ici en Belgique, avec la même philosophie de faire l'information accessible. Donc, c'était un partenariat sur le data center, c'était un partenariat philosophique, et ensemble, on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour Mons 2015, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et pour nous, la réponse était de faire quelque chose qui avait du sens, d'amener des hommes qui parlera à vous, qui expliquera ces nouveaux défis de la nouvelle technologie. En octobre, Vint Cerf, un des pères de l'Internet, est venu ici. On avait un grand événement pour expliquer les racines de l'Internet et l'avenir. Il avait amené les Google Glass aussi. Et on veut continuer dans cette démarche d'amener des gens qui peuvent en expliquer ce qui est l'Internet et les possibilités, les défis et les défis de l'Internet. Donc, pourquoi Ken? Je connais Ken depuis 20 ans maintenant, donc encore plus loin que Jean-Paul et Delphine et le Mondeneum. On a travaillé ensemble à Libération à Paris, quand on était des jeunes journalistes ensemble. Et on est resté en contact et il y a 2 ans, juste après qu'on a commencé ici, j'ai revu Ken à Salzburg pour l'Institut de Salzburg et j'ai donné une conférence sur la liberté dans l'Internet et Ben est suivi avec une conférence sur le big data, sur tous les défis. Il me racontait qu'il était en train d'écrire un livre là-dessus et il écrivait beaucoup pour The Economist. Il est employé de l'Economist, éditeur, rédacteur à The Economist. Et j'ai écouté, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Donc, on a pensé, quand Delphine cherchait les interlocuteurs pour ce soirée, que Ken sera l'homme parfait. Donc, il va vous parler pendant, je crois, une petite heure. Il a une présentation, mais vraiment, on reste ouvert à vos questions. On va revenir et prendre les questions. Il aimera bien écouter vos idées, etc. Et il comprend le français. Il va parler en anglais, mais il comprend le français. Donc, faites attention. Ken. Thanks a lot. I do understand French. Je parle un petit peu. Effectivement, je comprends le français. Pas donner toutes les histoires de notre vie jeunesse des journalistes à Paris, parce que comme ça va être peut-être trop osé à dire. Alors, je vais arrêter de parler français parce que je pense que je risque de casser vos oreilles et je passe en English. Alors, le big data. Alors, le big data, c'est un sujet vraiment extrêmement important. Voilà, on en parle énormément dans la presse. Vous ne pouvez pas ouvrir un quotidien sans voir un article sur le big data. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce important? Alors, pour commencer, je pense qu'il est important de commencer par quelques questions. Alors, qu'est-ce que cela pourrait être? Ma première question, si par exemple vous deviez suivre la croissance économique sans mesurer l'argent, que feriez-vous? Deuxième question. Si vous deviez, par exemple, découvrir les effets secondaires d'un médicament sans réaliser d'études médicales, comment procéderiez-vous? Troisième question. Si vous ne savez pas à quel moment vous devez acheter votre billet d'avion parce que les prix fluctuent, comment faire? Bon, voilà, on a une société qui s'appelle Faircast. Et il y a quelques années, un informaticien aux États-Unis devait se rendre au mariage de son frère. Lui habitait à Seattle et le frère habitait à Los Angeles. Et donc, voilà, il s'est rendu sur Internet avant la date du départ et il a acheté son billet d'avion plus tôt parce que vous savez très bien que lorsque vous achetez votre billet plus tôt, eh bien, vous faites des économies.
Voilà, donc ça, c'est très, très simple. Le jour du départ arrive, il monte dans l'avion et puis il demande à la personne qui est assise à côté de lui, « Tiens, combien avez-vous payé votre billet? » Et il apprend que la personne a payé beaucoup moins cher que lui en ayant acheté le billet d'avion quelques jours avant. Et donc, ce professeur est très, très fâché. Il pose la même question à un autre passager et il entend les mêmes réponses. Et donc, finalement, comme ça, à l'arrière de l'avion, tout le monde commence à comparer son billet d'avion. Alors, c'est assez intéressant parce que, voilà, on est en classe économique, c'est une commodité. Chaque siège, finalement, ressemble au siège à côté. Il n'y a pas de différence entre les deux. Mais nous savons également très bien que chaque passager a payé un prix différent. Pourquoi? Pourquoi? Quelle est la formule utilisée pour définir et établir ces prix? Et donc, ce professeur d'université, cet informaticien, est vraiment vexé, fâché, parce qu'il a acheté son billet d'avion très, très tôt. Il a payé beaucoup plus. Et donc, voilà, vous savez, lorsque vous redressez votre siège dans l'avion, lorsque vous redressez votre tablette, lorsque vous montez dans l'avion, mais très souvent, vous laissez vos problèmes derrière vous. Par contre, les informaticiens, non, eux, eh bien, ils commencent à dessiner des schémas sur la petite serviette qu'on leur a donnée. Et donc, voilà, il établit là un projet. Il a déjà en tête un projet informatique. Et donc, il va essayer de retrouver des informations sur Internet et établir des prédictions. Et donc, il va, sur base des informations trouvées sur Internet, voir ce qu'il est possible de dire et essayer de définir des tendances. Est-ce que les prix des billets d'avion vont augmenter ou vont diminuer? Ensuite, il se dit, voilà, acheter ou ne pas acheter, ça, c'est la question. Telle est la question. Et donc, voilà, il crée sa société qui s'appelle Faircast, qui donne des prédictions par rapport à ces fluctuations de prix. Et donc, voilà, cela permet quand même de faire des économies parce que les gens peuvent prendre des décisions en connaissance de cause. Et puis, il n'applique pas cela uniquement au billet d'avion, il applique cela à n'importe quel autre bien de consommation. En 2009, il arrive à trouver des prix de billets d'avion réduits pour un montant de 200 milliards. Donc, il arrive à avoir des informations qui touchent vraiment toutes les lignes d'aviation commerciale des États-Unis sur une période de 1 an. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui était impensable il y a 10 ans. Et donc, cette start-up, Faircast, l'a fait. Microsoft frappe à la porte, trouve cette technologie intéressante, décide de l'acheter pour 110 millions de dollars. Et puis, voilà, la petite... là où le rouage se grippe. Dans les années 60, lorsque les lignes aériennes avaient mis en place ces systèmes de définition de prix, jamais ils n'auraient pu penser que 50 années plus tard, on aurait pu comme cela trouver des tendances de fluctuation de prix. Alors, donc, voilà. Aujourd'hui, ça, c'est ça la technologie. Nous pouvons réaliser des choses qui étaient impensables par le passé. Par le passé, nous n'avions pas autant de données. Et puis ensuite, votre état d'esprit. Cette personne avait bien compris que les données pouvaient vous apprendre des choses. Vous pouvez apprendre des choses de toutes ces données si vous avez la sagesse d'écouter ces données et si vous en avez les compétences. Les données, finalement, ont de la valeur. Et il est possible de créer de nouvelles formes de valeur économique. Les données deviennent vraiment un atout, une donnée extrêmement importante qui aura une valeur économique. Il y a 3 facteurs de production, la main-d'œuvre, le capital et les terres. Et donc, voilà, avec les données, c'est un petit peu la même chose. Et c'est vrai qu'à l'époque, il était très difficile de capturer ces informations, de les entreposer, de les analyser. Alors, c'est vrai que moi, je me suis dit également que le monde des économistes classiques était finalement caractérisé par une certaine prose économique.
On parlait finalement de philosophes politiques, de philosophes sociaux, Adam Smith par exemple. Et on pourrait croire que les visionnaires uniquement reposaient sur la description des choses, sur des mots. Alors, si vous lisez, par exemple, Les richesses des nations, bon, alors, évidemment, il est important de lire Les richesses des nations pour apprendre et pour voir qu'on arrive au chapitre 40 et il y a des pages et des pages qui abordent la production industrielle, le rendement, tout est vraiment orienté sur les données. Mais bon, voilà, c'est impossible, évidemment, d'épingler toutes ces données. La différence aujourd'hui, c'est que rassembler des informations ne coûte rien. Les analyser, les transformer, les entreposer, cela ne coûte plus rien. Alors, le big data, qu'est-ce que cela veut dire? Ce gigantesque ensemble de données. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Ah, pardon, je pensais que vous vouliez m'interrompre parce que c'est vrai que lorsque vous avez le crachoir comme ça, vous pensez toujours que les gens s'adressent à vous. Alors, qu'est-ce que c'est? Le big data. Il y a à peu près 10 ans, on a vu apparaître ce terme parce qu'on ne savait pas très bien quel autre terme utiliser. Il y avait les biotechnologies, le séquençage du génome. On rassemblait de plus en plus d'informations. Aux États-Unis, les résultats de ces recherches reposaient sur énormément de données. Et ces données ont connu une croissance exponentielle. On les a doublées, triplées, etc. Voilà, d'une année à l'autre, ces données avaient doublé et ainsi de suite. La quantité d'informations avait vraiment dépassé les limites techniques des softwares et des hardwares qui étaient utilisés pour les traiter. Donc, il fallait innover au niveau de l'infrastructure pour que ce système fonctionne. Donc, il n'y a pas vraiment d'autres termes pour qualifier ce phénomène. On parle des sciences informatiques. Donc, ce terme Big Data était le seul terme qui semblait être le plus approprié. Alors, raison suivante pour laquelle on a utilisé ce terme dans la Silicon Valley, par exemple, parce qu'il s'agissait d'un processus d'apprentissage machine. Bon, l'intelligence artificielle qui fait partie également de l'informatique, ça a fonctionné un petit peu, mais je dirais que cela n'a pas fonctionné très, très bien. Et puis, lorsque l'on commençait à ajouter davantage de données au problème, au processeur, par exemple, ou ajouter davantage d'algorithmes, eh bien, ces techniques ont commencé à fonctionner vraiment très, très bien. Et donc, c'est comme cela que cette idée du big data a fait surface. Alors, aujourd'hui, dans la presse, on ne parle plus tellement des biotechnologies. On ne parle plus tellement de cette discipline très, très spécifique de l'informatique, le machine learning. Aujourd'hui, on parle de quantification, de statistiques dans des domaines de la vie qui n'étaient auparavant pas caractérisés par autant de données. Voilà, ça c'est très bien. Moi, je ne veux pas ici me montrer trop puriste ou trop orthodoxe par rapport à la définition de ce big data. Mais en tous les cas, voilà, les choses ont changé et voilà, bon, c'est très bien. Alors, ces données, bon, c'est vrai, il y a ce terme big, grand, gigantesque, donc la taille est importante, mais il y a d'autres choses, d'autres éléments, la vitesse, la variété également. Je ne pense pas qu'il faille commencer par la taille de ces données, parce que de toute façon, ces données sont en nombre beaucoup plus élevé que par le passé. Aujourd'hui, on arrive à faire des choses avec une grande quantité de données. Mais ce changement de taille va mener à un changement d'état. Il y a un shift quantitatif. On a besoin également d'un changement de qualité. Plus, c'est pas juste plus, c'est différent. Alors, plus, qu'est-ce que cela veut dire? Plus de données. Bien, plus de données, c'est cela. C'est ce que j'ai derrière la tête. Énormément d'informations, des informations numériques, évidemment. En bas, vous avez le stockage analogue, en bas, numérique.
Alors, c'est vrai que par le passé, on pensait déjà vivre dans la société de l'information, mais c'était incomparable avec la situation d'aujourd'hui. Tout ce qui était information de type papier, les peintures, par exemple, sur les murs d'un musée, les livres dans les bibliothèques. Mais aujourd'hui, cela ne représente plus rien parce que nous vivons à l'ère numérique. Et en termes de quantité, c'était nettement inférieur. On produit toujours, évidemment, des quotidiens, mais les domaines d'information, maintenant, sont bien plus vastes. On voit déjà l'évolution ici, l'augmentation en pourcentage, et on sait que ces informations numériques doublent quasiment tous les 2 ans. Cette portion ici en mauve va doubler également dans quelques années, alors que la partie supérieure va diminuer. Et donc, voilà, on arrive vraiment maintenant là tout en bas et on arrive à très, très peu d'informations analogues. Bon, je pense que rien ne va arrêter ce processus. Deuxième exemple dans la vie, je dirais, quotidienne, le projet du génome humain. Il fut terminé lorsque l'on a pu vraiment obtenir le séquençage du génome humain au mois d'avril 2003 pour la première fois. Cela leur a pris à peu près 10 ans et cela leur a coûté $1 milliard pour y arriver. Aujourd'hui, un seul laboratoire peut séquencer un seul génome en une journée pour à peu près $1 000. Voilà, il faut réfléchir à cela. Voilà. Bon, ce sont des informations que l'on donne en conférence, mais il faut quand même réfléchir à ce que cela représente. Qu'est-ce que cela signifie, une telle évolution? À l'époque, il y a 10 ans, $1 milliard. Aujourd'hui, en une journée, $1 000 pour un séquençage du génome humain. Alors, cela nous dit que nous allons pouvoir vraiment façonner et personnaliser les traitements médicamenteux en fonction des pathologies. Bon, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les tendances que l'on observe en biotechnologie sont peut-être d'une forme extrême, mais je dirais que chaque domaine maintenant est vraiment envahi de plus en plus d'informations, que ce soit dans la publicité, dans le retailing, dans la fabrication. Vous gérez aujourd'hui beaucoup plus de données que par le passé. Et il faut voir ce que vous pouvez faire de ces informations. Il y a pas mal de technologies, pas mal de techniques liées au big data, la corrélation, par exemple. J'aimerais ce soir vous parler de cette technique que l'on appelle machine learning. Alors, j'aimerais vous demander si vous savez ce que cela signifie. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Alors, Bill, ça ne compte pas hein, parce qu'il travaille chez Google, donc voilà. Apparemment, quelques-uns d'entre vous en ont déjà parlé. Ça, ce sera vraiment une caractéristique importante de la société. Alors, nous avons là quelqu'un, d'ailleurs, qui travaille avec moi. C'était un développeur informatique dans les années 60-70 chez IBM. Il aimait beaucoup jouer aux dames. Et donc, il a mis au point un programme informatique pour pouvoir jouer donc contre l'ordinateur. Alors, voilà, il a appris cela à son ordinateur. Il a donc joué et il a gagné. Et puis, il joue contre l'ordinateur et il gagne. Et il gagne tout le temps. Il gagnait tout le temps. Pourquoi? Parce que la machine ne connaît que les déplacements corrects. Alors que lui, Samuel, eh bien, lui, il connaît la stratégie. Alors, il a conçu un autre programme de façon à pouvoir analyser chaque configuration du damier et de façon à ce que la machine puisse apprendre également à contrecarrer peut-être les déplacements de l'adversaire. Alors, Samuel a joué contre l'ordinateur, il a gagné, et ainsi de suite. Et puis, il a laissé finalement l'ordinateur jouer tout seul. Et donc voilà, en jouant tout seul, l'ordinateur a rassemblé davantage de données et a pu ainsi émettre des prédictions beaucoup plus précises. Et puis il s'est mis à jouer de nouveau contre l'ordinateur et il a perdu. Et ainsi de suite, il a continué de perdre.
Et donc voilà, visiblement, Samuel, en tant qu'être humain, a appris à l'ordinateur à être plus fort que lui. Donc voilà, Samuel avait une stratégie, l'ordinateur n'en a pas, c'est simplement une question de probabilité. Et donc c'est une technique d'apprentissage finalement à l'ordinateur. Alors aujourd'hui, je dirais que nous avons plus de données et donc c'est quelque chose qui est du domaine du possible. Alors, vous savez, il y a des voitures qui se conduisent toutes seules, hein, qui ont introduit toutes les règles. Est-ce que c'est parce que le logiciel est meilleur, parce que les processeurs sont meilleurs marchés, plus efficaces? Non, bon, ce sont des choses qui sont vraies, mais la raison pour laquelle ces voitures conduisent toutes seules, c'est parce qu'on en a changé la nature du problème. On essaye d'apprendre à conduire à la voiture. On a beaucoup plus de données aujourd'hui que par le passé. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est possible. C'est vous qui décidez. C'est vous qui pouvez émettre comme cela une centaine de prédictions à la seconde. Voilà, ce feu rouge là est rouge et pas vert. Alors, est-ce que j'accélère? Est-ce que je freine? Est-ce que je ralentis? La reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale fonctionne. Pourquoi? Parce que nous avons des données, des fichiers donnés en grande quantité. Le traducteur sur Internet fonctionne. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup plus de données également. On apprend des choses à l'ordinateur. Plutôt que voilà, d'expliquer à l'ordinateur pourquoi vous allez utiliser ce mot dans ce contexte plutôt que dans cet autre, eh bien non, on introduit énormément d'introductions et de traductions dans l'ordinateur. Et on s'aperçoit que l'ordinateur, lui, ne sait pas quel est le mot adapté au contexte, mais il regarde le mot dans le contexte des autres mots et arrive, sur base de probabilité, à déterminer quel est le terme le plus approprié. Ça, c'est une fois, mais si vous en avez des millions de fois, eh bien, il est possible d'améliorer ainsi la précision de ces prédictions. C'est une technique qui a également été utilisée dans la recherche pour essayer de poser des diagnostics dans des cas de cancer très graves. Lorsque vous prenez voilà, un être humain, voilà, essayez sur base de l'anatomopathologie de déterminer s'il y a peut-être un cancer ou non. Bon, voilà, vous cherchez ceci, et bon, généralement, voilà, il y a des médecins qui sont plus performants que d'autres, et là, c'est vrai que nous allons mieux nous en sortir que les ordinateurs. Pourquoi? Eh bien, parce que tous les éléments dont vous avez besoin pour prendre vos décisions n'ont peut-être pas encore été intégrés dans l'ordinateur. Bon, vous avez vos propres connaissances, peu importe votre domaine professionnel. Il y a quand même toujours un peu de feeling également. Il y a de la connaissance, il y a de l'expérience, il y a également votre sixième sens aussi. Alors nous, on essaye de prendre toutes les biopsies, par exemple, et nous disons à l'ordinateur, on ne dit pas à l'ordinateur ce que l'ordinateur doit chercher, on dit à l'ordinateur ceci, si le patient a vécu, s'il est mort, combien de temps après le prélèvement de la biopsie. Alors l'ordinateur va peut-être déduire que le patient est décédé parce qu'il y avait telle ou telle maladie, et donc il va analyser la biopsie et émettre des prédictions de maladie. Alors voilà, l'ordinateur va pouvoir peut-être trouver une dizaine de traits qui pourraient mener à un cancer. Le pathologiste, lui, n'en connaît peut-être que 7 ou 8. Voilà, l'ordinateur, lui, saura vraiment ce qu'il faut chercher. L'ordinateur aura vu tous les modèles possibles et inimaginables qu'un seul médecin n'aura peut-être pas vus. Plus confus, plus de corrélations. C'est une définition de Big Data, c'est une bonne chose. Ce sont des caractéristiques clés qui seront toujours appliquées. C'est un peu les caractéristiques, si on peut dire, de Big Data. Nous avons plus de données. Et vu que nous avons plus de données, nous pouvons faire de nouvelles choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons toujours eu de plus en plus de données. Mais ce qui est intéressant d'avoir plus de données sur les phénomènes que nous étudions. Et donc, toutes les informations sur un sujet donné sont là. Nous ne devons pas nous fier sur un échantillon. Nous avons toutes les données et donc nous pouvons envisager les choses dans leur totalité. Et donc, les échantillonnages fonctionnent très bien dans certains cas.
Mais quand on pose des questions très directes, je pense qu'on peut poser des questions beaucoup plus granulaires, beaucoup plus fines, beaucoup plus détaillées lorsqu'on a tout l'ensemble de données à notre disposition. Deuxièmement, les données peuvent être confuses. La grande exaltation de la science a fourni des ensembles de données très précis, très affinés. Pourquoi? Parce que quand vous devez collecter un petit ensemble de données, parce que c'est tellement cher, vous devez vous assurer que les données que vous collectez sont aussi propres, aussi nettes que possible, sans quoi vous vous exposez à des risques d'erreur énormes. Tandis qu'avec Big Data, vu que vous avez toutes ces données, vous avez tellement de données que vous pouvez vraiment oublier les préférences de données propres. Vous pouvez vraiment tolérer une certaine confusion. Donc, évidemment, mieux vaut avoir des données nettes, plus exactes, plus précises. Et en même temps, les données peuvent être fausses. Mais l'idée est que on a beaucoup plus de données et donc on va gagner au fin de compte. Vous pouvez toujours apprendre des choses, plus de choses d'un grand ensemble de données, pardon, même s'il y a une certaine confusion. Troisième caractéristique, les corrélations. C'est donc les idées que nous essayons de comprendre le monde par les liens de cause à effet. La beauté de la science dans les années 1800, c'était vraiment la recherche de la cause, de la certitude de la cause. Mais quand on envisage une myriade de variables, quand les données sont interchangeables, quand vous avez un algorithme d'apprentissage de machine qui est présent, eh bien, vous ne pouvez pas toujours trouver la causalité. Pourquoi trouver la causalité? C'est toujours très cher, ça demande beaucoup d'études. Et en médecine, par exemple, quand on pense qu'on a la causalité, en général, on ne l'a pas. Tandis qu'on a les corrélations. Et donc, on se rend compte que ça suffit pour la plupart des cas. Permettez-moi de vous donner un exemple. Les bébés prématurés. Les bébés prématurés, ils sont vraiment très sensibles aux infections. Donc, il est important de savoir s'il y a un état infectieux afin de pouvoir le traiter aussi rapidement que possible. Il faut le savoir que si on va à un hôpital maintenant, ils vont avoir des tubes, ils vont mettre des tubes, ils vont mettre des électrodes, etc. Mais ils vont avoir un tas de données qui ne vont pas être traitées, qui ne vont pas être stockées, qui ne vont pas être analysées. Et maintenant, notre pratique médicale sont beaucoup plus complètes. L'une des choses les plus importantes, ce sont les données qui sont associées à ce qui fonctionne, pour qui, dans quelles conditions. Et donc, ça peut vraiment fonctionner aussi bien qu'un bandage. Et donc, au départ, on se dit, mais enfin, pourquoi avons-nous négligé les données collectées pour certains patients? Nous pourrions traiter d'autres patients. Il y a 10 ans, les médecins ne pouvaient pas conserver les données et les traiter. Maintenant, vous le pouvez. Et donc, vous pouvez vraiment reprendre tous les prix des vols, des billets d'avion. Il y a 10 ans, ce n'était pas possible. Et voilà, maintenant, c'est ce qui se passe également avec les bébés prématurés. Au Canada, par exemple, j'essaie de collecter des données pour avoir des tendances. Par exemple, la respiration, l'oxygénation du sang, la température, etc. Ils collectent toutes ces données. Ils ont 16 points vitaux. Et donc, ce qu'ils retrouvent, c'est qu'en fait, il ne faut pas qu'ils commencent à rentrer dans un état infectieux, qu'on peut le stabiliser. Donc, on peut vraiment imaginer les générations de médecins par le passé qui regardaient les berceaux et qui se disent, voilà, les choses vont mieux, je rentre chez moi s'il y a un problème. Et personne ne savait qu'il y avait une tragédie en cours. Alors, on ne sait pas pourquoi.
On ne connaît pas le mécanisme biologique sous-jacent, mais ce que l'on sait, c'est qu'en voyant, en analysant les données, on peut déceler les signes d'infection bien plus tôt. Et donc, on peut agir en amont. Donc voilà, plus de données, plus confuses, et les corrélations. Nous pouvons agir parce que nous avons ces données. Ces données sont confuses, ce ne sont pas ordonnées. Ce n'est pas quelque chose aussi précis, aussi net qu'on le voudrait. Mais on a les corrélations. On ne sait pas pourquoi ça se passe, mais on sait ce qui se passe. Et donc, le pourquoi n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est le quoi pour pouvoir le traiter. Et donc, ici, on parle de traitement de maladies, mais ça se passait déjà pour ce qui est plus simple qu'un corps humain, les voitures. Par exemple, vous avez des camions électriques et chacun est équipé de capteurs, de télémétrie. Et donc, vous pouvez surveiller tout un tas de choses comme ça. Donc, on sait qu'il y a une panne. Quand il y a une panne de la voiture, on sait que les choses ne vont pas casser comme ça directement. La voiture, quelque part, nous murmure que ça ne va pas. On se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas quand je conduis, mon volant ne réagit pas de la même façon. Et donc, si on met un capteur dans le moteur, ou beaucoup de capteurs, eh bien, vous allez pouvoir identifier ce qui va se passer. Vous savez ce qui est normal. Quel est le son normal, la vibration normale, la chaleur normale. Il y a des fourchettes comme ça de normalité. Et une fois qu'on quitte ces fourchettes, on se dit là, il y a un point anormal. Et donc, avec des différents paramètres qui rentrent en compte, on sait quelle pièce est sur le point de lâcher. Et donc, le camion peut aller en réparation, peut aller au garage avant que la panne ne se produise. Et ce qui permet à UPS de véritablement économiser des millions de dollars parce qu'ils n'ont pas de panne effective. Les camions sont vraiment, les camionnettes sont réparées avant. Pourquoi avons-nous autant de données aujourd'hui? Eh bien, parce que bon, nous avons toujours collecté des informations, mais autre raison, nous prenons tout ce qui est toujours informationnel et nous le mettons en format données. Nous faisons une datafication, si on peut dire. Les localisations, par exemple. Où suis-je? Où êtes-vous? Où est Paul Hotley? Est-ce que Paul Hotley est dans son bureau? Est-ce que Paul Hotley est en train de se promener en Belgique? C'est une question d'information, mais ce n'est pas une question de données. Bon, je pense que nous avons tous des téléphones portables, peut-être un smartphone ou peut-être un GPS. Vous savez qu'on peut cibler, retrouver votre localisation à tous les moments de la journée pendant des années. Et donc, il s'agit vraiment d'une datafication. On peut penser, par exemple, en termes de mots. On peut lire des articles, mais si vous êtes une société pharmaceutique et que vous recherchiez tout ce qui est lié à un élément donné, vous pouvez vraiment remonter les 150 dernières années, trouver des schémas, des corrélations. Il y a des mots, il y a des choses qui vont apparaître dans les notes en bas de page, par exemple. Ce sont des choses qui ne sont pas formelles, mais qui sont réoccurrentes. Et donc, par exemple, un journal médical n'était peut-être pas toujours intéressé par ce genre de choses, mais l'ordinateur va reprendre tout ça. Et donc, on va refaire les différentes corrélations et c'est comme cela que les différents médicaments peuvent être également découverts. On peut également parler de posture, de manière dont vous êtes assis maintenant et non pas endormi, comme disait monsieur juste avant. Donc, tout le monde s'assied de façon différente. Pete, Delphine, une question de grandeur, de longueur des jambes, la manière dont votre dos est reposé, la manière dont vous distribuez le poids sur tout votre corps. Et donc, on pourrait avoir différents capteurs. Si j'avais des capteurs sur chacun des sièges, je pourrais créer des données qui soient propres à vous-même, comme un peu une empreinte digitale. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça?
Des chercheurs à Tokyo utilisent cette technique comme un système anti-vol potentiel dans les voitures. Et donc, par exemple, une voiture peut reconnaître qu'un conducteur non approuvé se retrouve au volant de la voiture et déclenche un code sur le tableau de bord et arrête la voiture. Et si vous êtes adolescent, vous pouvez réfléchir à d'autres utilisations. Par exemple, être rentré après 10 heures, etc. Chaque voiture en Europe a cette... Si toutes les voitures en Europe avaient cette technologie, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, si on agrège tout cela, eh bien, vous pouvez peut-être prédire un crash dans les 5 prochaines secondes. Et là, on aura datifié finalement les données, les informations. Par exemple, si le conducteur change de position ou s'endort, on peut avoir une alarme qui lui dise « fais attention à ce qui se passe sur la route ». La datification, c'est finalement très intéressant également, et c'est ce qui se passe avec Twitter, avec Facebook, qui datifie nos amitiés, LinkedIn, datifie nos contacts professionnels. IBM a un plancher qui est un peu comme un smartphone. Quelqu'un entre ou sort de la pièce, c'est datifié. La manière dont la personne rentre, qui rentre dans la salle. Et donc, en fait, quelqu'un peut identifier si on est debout dans la salle, tombe et ne se relève pas. C'est quelque chose qui est intéressant, par exemple, pour les personnes âgées. Bon, on a les smartphones, on a différents mots de passe, mais il y a tellement de capteurs. Tous ces capteurs peuvent dire qui nous sommes rien que par la manière dont on marche, par la manière dont on lève la main. On n'y est pas encore, mais on va y arriver. Apple, par exemple, a des écouteurs qui permettent également de collecter ces différents types de données. Et donc, on va vraiment datifier différents aspects de la vie. Et on peut les stocker, on peut les partager, on peut les traiter, on peut en extraire une nouvelle valeur. Quelle est la valeur des données, en fait? Eh bien, par le passé, la valeur des données... Et finalement, la proportion avec laquelle il était collecté. Maintenant, c'est ce que nous pouvons faire de toutes ces données. Par exemple, Walmart, comme tous les détaillants, il collecte des données sur les transactions. Par exemple, combien on gagne sur un livre, etc. Et donc, il y a un an, ils ont revu leur base de données et ils l'ont couplée avec une base de données similaire américaine, et ils ont vraiment trouvé des choses intéressantes et voir comment attaquer le nord-est des États-Unis. Vraiment, par exemple, les choses... on ne parle pas toujours de choses très intéressantes, mais par exemple, les Pop-Tarts, ici, c'est des céréales Kellogg's, très consommés aux États-Unis. Une fois qu'ils ont des corrélations, ils savent que faire. Ils prennent les Pop-Tarts et vous les mettez à côté des piles, etc. Et vraiment, vous facilitez la vie des gens qui rentrent dans le magasin, qui attrapent 3 choses et qui en ressortent. Donc, ils mettent ces choses proches l'une de l'autre. Donc, les données sont vraiment devenues un actif d'entreprise. Si vous devez tracer la croissance économique sans mesurer l'argent, que feriez-vous? Le trafic. Une société appelée INREX fait des prédictions de trafic pour les appareils de navigation par satellite. Et donc, en fait, il vous donne le trajet le plus court en fonction des prédictions de trafic. Très intéressant. Donc, vous avez vraiment énormément des milliards de voitures qui sont reprises.
Et donc, ça permet de faire des prédictions pour le trafic. Il ne s'agit pas simplement de recevoir des informations, mais également de renvoyer les informations à INREX afin qu'elle puisse affiner les prédictions. Et donc, quand on regarde les trafics dans les zones métropolitaines, c'est vraiment quelque chose d'un très intéressant, un indicateur qui pourrait vraiment être utilisé pour mesurer le PIB dans ces régions. Les défis... Non, pardon, Big Data remet en question ce que nous savons. Et comment nous le savons? Par exemple, l'éducation. Nous avons eu des académies pendant des siècles. On avait les grands projets d'éducation publique en Europe au 19e siècle, mais l'éducation change fondamentalement quand on y ajoute un élément donné. Par exemple, on a des livres aujourd'hui que l'on lit. Et il peut y avoir, par exemple, des questionnaires qui surgissent juste pour voir si vous pouvez comprendre ce qui a été écrit dans le texte. Tout ceci pourrait vraiment arriver si vous avez ça sur une tablette, par exemple, un Kindle ou un iPad. Voir comment vous répondez, quand vous répondez, si vous prenez beaucoup de temps, par exemple, pour résoudre un problème mathématique, ou bien si vous avez tout d'un coup un éclair de génie, eh bien, c'est vraiment des choses qui peuvent être mesurées. Les MOOCs, les cours en ligne, en fait, reprennent toutes ces données. On regarde comment un professeur donne son cours et on peut retrouver par les données que les élèves passaient le cours et puis revenaient à la leçon précédente. Et quand vous faites cela, pour des milliers de personnes et que vous avez 20 000 personnes qui reviennent toujours à la leçon d'avant, vous vous dites que là, il y a quelque chose qui ne va pas et vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent ce cours et qui rentrent de plus en plus dans le cours et puis, à un moment donné, ils doivent revenir en arrière pour s'assurer de conserver cela. Donc, il faut pouvoir revoir les capacités de mathématiques. Donc, l'acte vraiment d'enseigner s'améliore quand les données reviennent au professeur. L'apprentissage, s'améliore également. Big Data peut vraiment identifier quel type de texte, quel type d'étudiant. Toi, tu es plus fort, donc on peut te mettre quelque chose de plus avancé. Toi, il faut revenir un petit peu en arrière ou quelque chose d'un peu plus lent. Ça prend un peu plus, ça te prendra un peu plus de temps pour vraiment approfondir la matière. Donc voilà, c'est quelque chose de nouveau qu'on ne savait pas avant. Différents types d'apprentissage, différents styles d'apprentissage. Et bon, c'est vraiment quelque chose qui me passionne parce que pourquoi devrions-nous être tous passionnés là-dessus? Le processus d'éducation nous concerne tous et nous connaissons tous des gens qui ont été victimes, en fait, du système d'éducation. Quelqu'un qui n'est pas bon en maths, par exemple, qui a été mis sur le côté, alors qu'il était peut-être bon dans d'autres choses. Non, on connaît tous quelqu'un comme ça. Et donc, on découvre vraiment beaucoup de choses grâce à cela. Et on se rend compte que les gens apprennent à des rythmes différents. Et donc, quand on commence un cours, il s'améliore de peu à peu. Et ceux qui apprennent progressivement finissent finalement par beaucoup mieux réussir que ceux qui ont connu des débuts flamboyants. Et donc, nous pouvons vraiment de mieux en mieux éduquer les gens en utilisant les données qui sont mises à disposition. Alors, il est important de comprendre les critiques sur Big Data. Quelles sont ces critiques? En fait, quand vous avez plus de données, vous avez plus de corrélations. Vous pensez avoir une découverte et en fait, c'est quelque chose qui est simplement arrivé par hasard. Et donc, le meilleur exemple, Google Flu Trends. Google Flu Trends est un système qui a été développé il y a 4-5 ans, qui permet d'identifier la localisation
de différentes choses aux États-Unis, il n'y avait pas de prévision, en fait. On essayait, en fait, de voir si ça corrélait. Non, pas du tout. En fait, ça prenait 50 millions de recherches. Et c'était donc des modèles mathématiques qui essayaient de voir si ça fonctionnait, si ça corrélait avec les systèmes médicaux. Et donc, il y avait voilà, une certaine corrélation. Et donc, on pouvait voir si la grippe se déclenchait à certains endroits. Pourquoi ça a fini par fonctionner? Eh bien, 2012-2013, il y avait une surestimation de la grippe. Et donc là, il y a eu une forte critique. Mais la critique n'était pas aussi bien fondée. Le premier problème, les personnes voulaient des exactitudes, des certitudes. Mais bon, c'est comme ça, c'est une notion du XVIIIe siècle. Le monde est beaucoup plus probabiliste que ce qu'on peut prendre. C'est difficile de trouver des certitudes. Et on le sait en tant qu'individu quand on entend la météo, par exemple. Monsieur Météo ne dit jamais « demain, il va pleuvoir ». Non. En général, oui, bon, aujourd'hui, il a bien dit qu'il allait pleuvoir aujourd'hui, mais ils se disent que voilà, il y a 90% de probabilité de pluie. Et si vous êtes à la maison et qu'il y a un grand soleil, vous ne dites pas « Monsieur Météo avait tort ». On s'est dit, voilà, il y avait également une petite probabilité que que la journée allait être ensoleillée. Donc, les prédictions Google Flu, Google Grippe, littéralement, c'était des probabilités, donc ça pouvait être faux. Et on peut également dire qu'il y a des trompes d'eau quand on a qu'une petite averse, mais qu'est-ce que ça signifie, la vérité dans cet environnement? Eh bien, on présume que Google Flu Trends recherche la grippe, donc recherche les personnes qui ont peut-être la grippe, et puis corrèle ça avec les systèmes médicaux. Mais en fait, ça ne fonctionne pas. C'est vrai que Google Flu Trends peut faire les recherches parce qu'ils sont malades, mais ils ont peut-être simplement un petit rhume. Ils éternuent, ils ont mal à la gorge. Ce sont des données aux États-Unis, au milieu de la crise financière, 2009, 2010, 2011, où les gens n'ont peut-être pas forcément envie de prendre un jour de congé pour aller chez le médecin, ou des gens qui ont perdu leur travail et du fait qu'on n'a pas de système de santé national, ils se disent, bon voilà, ils ont perdu leur couverture médicale et ils ne vont pas payer la visite à l'hôpital. Et donc, ce sont vraiment des données qui ne représentent pas vraiment ce qu'est la grippe. Et donc, Google Flu Trends aurait probablement été plus précis si il s'était concentré sur les systèmes médicaux. Et en fait, le modèle combiné qui reprend Google Flu Trends et les données du système médical, en fait, semble mieux fonctionner. Donc, ça signifie que la version actuelle de Google Flu Trends, de Big Data, est-ce que ça signifie que ce n'est pas valable? Non. On peut combiner cela avec d'autres données pour améliorer la précision et donc là, on peut en tirer un avantage. Big Data amène également différents types de rivalités. La première voiture qui se conduit toute seule vient d'un moteur de recherche en Californie. Eh bien, en fait, l'un a utilisé des modèles, l'autre a traité des bits, des octets. On peut rechercher, en fait, si on n'a pas de quoi faire les études complètes, on recherche les recherches de termes précis. Donc, il y a par exemple un antidépresseur et on recherche les symptômes, juste les symptômes ici de l'hyperglycémie.
On recherche l'un des symptômes et on a un médicament, un autre symptôme, un autre médicament. Et donc, ils se sont rendus compte que les symptômes étaient la première ligne, ensuite, premier symptôme, première ligne, deuxième symptôme, deuxième ligne, etc. Si on recherche Si on recherche les symptômes, on va retrouver les deux médicaments. Et donc, il y a un problème. Ça dit en fait qu'il y a un problème. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre les PDG de cette firme pharmaceutique en prison. Ce que ça veut dire ici, c'est que c'est une information qui n'est pas sur le médicament en tant que tel. Si vous êtes un patient, vous voulez savoir cette information. Si vous êtes un médecin, vous voulez savoir également, vous connaître cette information. Si vous êtes une assurance maladie, vous voulez connaître également cette information. Si vous êtes Microsoft, peut-être que vous pouvez penser à mettre cette information en licence à d'autres secteurs d'activité et en tirer un certain revenu. Et donc, dans ce monde, l'accès aux données est vraiment la chose la plus critique. Alors, on peut avoir trop d'accès aux données et c'est peut-être le problème ici avec Big Data. Premier problème, le risque pour la vie privée. C'est vraiment un grand problème dans un monde de Big Data. Ça va être un problème à une grande échelle. La propension ici. La propension, en fait, c'est que les algorithmes vont pouvoir prédire ce que nous allons faire avant même que nous ayons agi. Nous pourrions être pénalisés par notre propension à faire certaines choses. C'est un peu comme le film Minority Report. Et donc voilà, arrêter quelqu'un avant qu'il commette un crime. Si on dit, voilà, à 95% de précision, cette personne va faire un vol à la tire, si je l'arrête, je lui prends sa volonté propre, et si je ne l'arrête pas, je ne me fie pas à la science. Et donc, c'est quelque chose vraiment de sacro-saint que l'intelligence humaine et qui doit être préservée. Propriété. À qui appartiennent toutes ces informations? À qui appartiennent toutes ces informations? Est-ce que c'est nous, les individus à qui ces informations ont été prises, ou est-ce que c'est la société qui les a collectées? En fait, c'est l'idée que quelque part, Big Data, c'est une grosse boîte noire. On ne sait pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Il n'y a pas de transparence, pas de responsabilité par rapport à la technologie. Et donc, c'est un simulacre de réalité, ce n'est pas la réalité. Une carte, ce n'est pas un territoire. Et donc, nous devons comprendre les limites de Big Data en même temps que nous devons essayer de comprendre. On doit comprendre la raisonnabilité, on doit comprendre la proportion, la justice, l'équité. Il y a des implications également en matière d'emploi, comme vous pouvez le voir. Si vous êtes un pathologiste, vous pouvez vraiment vouloir savoir si vous allez toujours être employé dans 20 ans. Même chose pour un ouvrier sur une ligne, sur une chaîne de montage. Le Big Data va vraiment mettre en danger les employés. Jeudi dernier, il y a eu un rapport publié aux États-Unis qui parlait de Big Data, qui parlait de vie privée. Et page 16, il disait que les applications Big Data créent une valeur économique d'une échelle telle que les collectés revêtent une importance stratégique pour la nation. Et donc, c'est vraiment un intérêt particulier pour les États-Unis. La technologie qui est disponible n'est pas nécessairement toujours la bonne. Alors, je sais que ce n'est pas écrit très, très grand ici. C'était une déclaration de douane qui était remplie par les astronautes dans Apollo 11. Ils devaient décrire ce qu'ils ramenaient au pays. Essentiellement de la poussière de l'une des échantillons, des cailloux, des rochers
de la Lune. Voilà, nous sommes dans un monde également de réglementation. Il y a toujours un retard, il y a toujours une période de transition également. Voilà, aujourd'hui, peut-être que l'on se dirait que cette déclaration de douane n'est probablement pas la meilleure solution. Donc, il y aura d'autres domaines encore à aborder, les domaines de la vie privée, par exemple. Il y a des choses qui s'appliquaient par le passé qui ne s'appliqueront plus aujourd'hui ni à l'avenir. Pour terminer, la théorie. Certains disent que le big data signifie la fin de la théorie. On ne doit plus se préoccuper du pourquoi, du comment. Les choses se produiront de toute façon. Il n'est plus nécessaire de se préoccuper d'hypothèses ou de théories. En tous les cas, bon, on doit continuer quand même à comprendre le monde via des cadres. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Demain, tout sera mesuré, tout sera quantifié. Et donc, il faudra faire des efforts délibérés pour ne pas mesurer les choses. Je vous remercie. Really good talk, Ben. Bon, on est là, donc on veut des questions. Est-ce que vous en avez? Commencer, peut-être, moi je vais commencer parce que c'est plus, ça va déclencher. Ken, I was hoping you would... Alors justement, par rapport aux risques liés au big data, vous les avez abordés. Quelle est la comparaison que l'on peut faire par rapport à l'attitude que les Européens et les Américains ont par rapport au big data? Oui, on peut très bien commencer une conversation sur ce sujet. Il y a, je pense, une différence entre le public européen, américain et les décideurs politiques américains et européens. Le public est préoccupé, enfin on le sait, on le sait depuis longtemps, ce sont là des clichés, évidemment, par rapport à la façon dont les Américains et les Européens conçoivent la vie privée. Aux États-Unis, il y a une invasion du commercial, par exemple, dans la vie privée. Ici, en Europe, on a plutôt la crainte du gouvernement. Ce sont peut-être des raisons historiques qui expliquent cela. Il y a forcément là une situation très tragique avec l'usurpation de l'identité de certains qui a pu également mener au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Alors, dans le domaine des entreprises, dans le domaine des affaires, vous avez là des courtiers en données qui utilisent ces données de façon peu confortable. Je dirais que les deux publics, tant européens qu'américains, ne sont pas à l'aise par rapport à ce monde du big data. C'est le moins que l'on puisse dire. Aucun pays, aucune région n'a le sentiment que les règles de vie privée sont correctement protégées. Donc finalement, nous commençons sur une bonne base. Parce que s'il y a un consensus, c'est que le cadre actuel ne fonctionne pas. Maintenant, la différence se situe plutôt dans la façon dont les décideurs politiques analysent le cadre. Je pense qu'en Europe, on a une approche beaucoup trop lourde parce qu'on s'occupe de ce qui ne fonctionne pas et on essaie d'en faire encore plus. C'est un petit peu comme une maladie mentale. Si c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné depuis 30 ans, alors pourquoi continuer à s'acharner à faire des choses qui ne fonctionnent pas? Je pense que les décideurs politiques américains, en revanche, adoptent peut-être une attitude plus sage. Voilà. On ne sait pas ce qu'il faut faire, mais on sait que voilà, il y a les désavantages que l'on ne veut pas arrêter. On ne veut pas trop réglementer non plus. Nous voulons tout simplement dire, voilà, on va peut-être réglementer peut-être un petit peu, mais voilà, on ne sait pas ce que ça va donner. De toute façon, il faut suivre tout cela. Et voilà, ils suivent vraiment l'évolution de tout cela de façon très musclée. Non, tu n'avais pas. Oui, j'ai vu une main là-haut. Je dois continuer avec les questions, moi? Yeah. I'm going to get water while you do that. OK. Voilà, moi, je me sers un petit verre d'eau en attendant les questions. Et en fait, aussi, vous pouvez parler français si vous êtes plus confortable parce que je peux comprendre le français. Je vais le traduire. Oui, merci. Superbe.
you talked about of the Vous avez parlé également de la découverte de nouveaux modèles. Vous avez introduit les prédictions également. Mais bon, à partir du moment où vous avez ces modèles et ces prédictions, vous devez agir sur ces modèles. Et vous pensez que l'avenir sera décidé par ce qui a été fait par le passé? Et donc, il n'y a plus du tout de sentiment dans ce travail. Écoutez, c'est une bonne question. Il y a plusieurs domaines dans lesquels notre sentiment nous guide sur la mauvaise voie. Par contre, il y aura d'autres domaines dans lesquels nous devrons nous fier à notre ressenti. Voilà. Alors, évidemment, cela implique des risques également. Dans certains domaines, nous serons vraiment très précis, dans d'autres moins. Si, par exemple, vous voulez connaître la façon de conseiller un livre à 300 000 personnes, par exemple, voilà, on prend Amazon. Amazon là, s'en sort très bien pour cela. Alors, ils ont un système, justement, de recommandation de livres, d'ouvrages. Alors là, je pense que cela a du sens. Bon, évidemment, c'est un problème assez simpliste ici. Il est bien cadré, il est bien cerné. Il ne s'agit pas de concevoir un nouveau médicament ou d'envisager l'avenir de façon grandiose. Non, vous essayez tout simplement de recommander un livre. Et donc, à ce moment-là, si voilà, vous avez ce système bien cadré, bien limité, eh bien, c'est très bien. On peut très bien regarder quel était le comportement d'achat du passé et émettre ces recommandations. Mais alors, vous perdez un petit peu quelque chose. Vous perdez cet aspect de chance. Or, je pense que ce sont quand même les éléments les plus intéressants que l'on rencontre aujourd'hui chez votre libraire. Vous entrez pour acheter quelque chose et puis tout d'un coup, votre attention est détournée par autre chose et vous ressortez avec autre chose. Alors, il y a peut-être d'autres cas également dans lesquels vous ne voulez pas utiliser ces données. Steve Jobs avait répondu à un journaliste qui lui posait la question de savoir quelle est la recherche de l'étude de marché réalisée avant de lancer l'iPad. Et Steve Jobs lui a répondu, « Moi, je n'ai pas fait d'étude de marché. Voilà, ce n'est pas au client de savoir ce qu'il veut. » Et donc, justement, c'est l'écho de Henry Ford, un autre industriel américain. Il a dit, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit un cheval plus rapide. Hein, Henry Ford, qui est quand même le créateur de la Ford T et à l'origine de l'entreprise, de la société Ford. Donc voilà, on peut très bien toujours se tourner par le passé, le triturer, mais il y a d'autres cas dans lesquels la grandeur justement de l'être humain et le progrès réalisé par l'être humain, c'est de dire, je pourrais effectivement me baser sur les données, mais non, je vais me fier à mon propre instinct. Et donc, voilà, ça, je pense que c'est quand même quelque chose de formidable que nous sommes capables de réaliser. Hello. It's true, Ken, that I could then not know that I was going to look for your book if I was always. Oui, je serais peut-être passé à côté de la lecture de votre livre. Voilà, la technologie, je pense, a ses bons et ses mauvais côtés. Bien, une question, s'il vous plaît, sur cette augmentation exponentielle des données. Je me souviens de mes cours que à chaque fois qu'il y a une augmentation exponentielle comme cela à l'infini, à la fin, au bout du chemin, il y a quelque chose qui l'arrête, qui le stoppe. Alors, selon vous, qu'est-ce qui pourrait mettre un terme à cette augmentation exponentielle, justement, des données? Est-ce que c'est un problème d'entreposage, un problème de capacité? Est-ce qu'à un moment donné, on va arrêter cette augmentation exponentielle? C'est une excellente question, effectivement. Bon, depuis que les Chinois ont inventé le papier, bon, on a vu une augmentation du papier, 3 millénaires. Vous savez, il n'est pas certain que ces systèmes stoppent à un moment donné. Notre population sur la planète, notre population humaine doit peut-être encore diminuer, alors jusqu'à présent, elle ne fait qu'augmenter.
On sait très bien que la population, à un moment donné, va s'arrêter. Peut-être dans, je sais pas, 40, 50 ans, enfin bon, vous connaissez là, les modèles mathématiques, il y aura encore une augmentation et puis il y aura une diminution de la population mondiale. Alors, qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? La limite technique. La limite technique, là où on peut encore avoir plus de données, mais cette capacité à doubler le nombre de données ne va pas durer comme cela. Parce que, bon, à moins évidemment qu'il y ait des découvertes technologiques encore inimaginables maintenant, je pense que la loi de Morse, par exemple, va justement faire en sorte que cela s'arrête là, maintenant. Moi, je me souviens, là, dans la société Intel, il y avait un des cofondateurs qui avait dit, en 1968, il avait prédit, bon, il avait notamment parlé du nombre de transistors. Et il avait dit qu'à peu près tous les 2 ans et demi, le nombre de transistors sur un processeur allait doubler. Et puis, il avait dit, si vous faites des projections, voilà où nous allons aller, voilà les tendances. Et puis, voilà, il avait dit que ça allait continuer comme cela pendant une trentaine d'années. Alors, on s'aperçoit aujourd'hui que pour maintenir ce rythme, toutes les solutions, finalement, sont épuisées, à moins que vous ne payiez davantage d'argent que celui que vous allez recevoir en vendant cette technologie. Donc, je pense qu'il y aura encore de la croissance dans la quantité de données, mais peut-être pas au même rythme que précédemment. Quels seraient les facteurs à l'heure d'arrêt? Le facteur humain. Une crise financière, une guerre, le réchauffement de la planète, ces problèmes un peu de type cataclysme qui vont finalement changer les priorités de la civilisation parce que les êtres humains devront résoudre des problèmes bien plus importants que d'acheter la dernière version du dernier iPhone. Bon, à part cela, je ne vois pas d'autre chose. Et je pense que les solutions à nos problèmes d'aujourd'hui passeront par l'utilisation de ce big data. Donc, la croissance va se poursuivre. Alors, cela me fait penser justement à un discours que j'avais prononcé. Si vous comparez la quantité de données aujourd'hui à ce qu'elle était il y a 20 ans, forcément, il y a eu une augmentation exponentielle, cette loi de Moore qui continue. Un chiffre peut-être intéressant, YouTube. Il y a 6 ans, 16 heures de vidéo. Ensuite, 32, 64. Je pense qu'on est à une centaine maintenant. Bon, mais visiblement, il n'y a aucune fin en vue. Bon, vous avez parlé là de la vitesse du processeur. Vous savez combien il y a de personnes connectées en ligne à un moment donné. On va peut-être passer à 6 milliards très, très rapidement, bien plus rapidement que ce que l'on pense. Eh bien, voilà, cette croissance va se poursuivre. Bon, si vous voulez donner des chiffres, il n'y a pas de problème. Depuis le début de l'histoire humaine jusqu'en 2002, voilà, on a créé ce X. Et puis, chaque année, on crée 5 X en termes de données. Si j'ai bien compris, le big data va me permettre de mieux comprendre comment les choses fonctionnent. Si je veux changer le cours de l'histoire, je suis un homme ambitieux, si je veux interagir avec le cours de l'histoire. Bon, lorsque j'interagis avec le cours de l'histoire, ce n'est pas sans effet, ou moi je veux qu'il y ait un effet. Alors, comment puis-je définir une politique alors pour ce système? Lorsque vous me dites vouloir changer le cours de l'histoire, de quelle façon? Comment voulez-vous interagir? Le comportement des consommateurs, par exemple. Les consommateurs adoptent un certain comportement. Voilà, moi, je veux comprendre leur comportement et j'aimerais changer leur comportement. Je voudrais interagir avec le système et en tant qu'entreprise, par exemple, moi, je voudrais faire en sorte qu'ils achètent davantage de Pepsi. Alors, je vais essayer de reformuler cela. Bon, on aurait peut-être pu prédire que un tel type de discours, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, allait faire en sorte que les nazis vraiment envahissent les pays. Essayons peut-être de répondre à cette question et puis je reviendrai sur votre point.
Donc là, vous émettez l'hypothèse que vous devez connaître le lien de cause à effet. Parce que vous pensez pouvoir le répéter. Vous devez savoir pourquoi les gens se comportent d'une certaine façon, parce qu'alors, si vous ne savez pas ça, comment être certain que votre intervention sera correcte? Alors, vous pouvez très bien définir des paramètres bien précis. Et si vous perdez, par exemple, eh bien, vous ne pourrez pas aller au-delà de ces paramètres. Par exemple, si moi je prends une aspirine, je n'aurai plus mal à la tête. Si je prends de l'aspirine, je n'aurai plus mal à la tête. Voilà, on est tous d'accord, c'est un consensus. Très bien. C'est très bien. Parce que si vous avez un médecin ici, il ne sera pas forcément d'accord. Un des grands mystères de la médecine, c'est qu'on ne sait pas pourquoi l'aspirine tue le mal de tête. On sait tout simplement que c'est le cas, mais on ne sait pas pourquoi. Alors, lorsque j'ai rédigé mon livre, j'ai discuté avec des statisticiens. Je leur ai demandé pourquoi là, c'était de la corrélation et pourquoi pas un lien de cause à effet. Et on m'a dit, on a analysé la façon dont la corrélation fonctionne. On a envoyé des hommes sur la Lune, on les a fait revenir. Il y a de toute façon des mystères également. Il y a toujours des mystères dans notre vie. Donc, pour vendre, par exemple, du soda, ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, c'est Kellogg's Pop-Tarts. Pourquoi est-ce que les ventes de ces friandises augmentent avant les tempêtes, par exemple? Eh bien, voilà, vous savez très bien que lorsqu'il y a un orage, par exemple, parfois il y a des coupures de courant, et pour occuper les enfants, eh bien, voilà, on leur donne ceci à manger. Bon, c'est comme de la nourriture pour les militaires, finalement. Vous ne devez pas la chauffer, vous pouvez la manger directement. On peut vraiment aborder tous ces scénarios et plus vous y pensez, plus vous vous rendez compte que ce que nous faisons dans la vie, ce sont finalement des contes narratifs que nous nous racontons les uns aux autres pour rendre l'incompréhensible plus compréhensible. Alors, bon, moi, je pense ici à un sociologue qui a remporté un prix Nobel. Et ce prix Nobel dit que finalement, les êtres humains sont très enclins à voir le lien de cause à effet là où il n'existe pas. Alors, moi, je peux vous retourner la question. Quelles sont les pratiques médicales utilisées aujourd'hui qui, dans 15 ans, sembleront tout à fait stupides? Alors bon, peut-être qu'on va s'apercevoir dans plusieurs années que 15% des interventions chirurgicales d'aujourd'hui sont complètement stupides ou font plus de mal que de bien. On peut regarder l'histoire de la médecine. Donc voilà, moi j'aime bien cette idée que le monde est complexe, nous avons des limites cognitives, nous ne pouvons pas tout connaître, nous voyons des liens de cause à effet là où il n'y en existe pas nécessairement, nous voyons, nous, des petites portions d'un ensemble. Voilà, il y a très souvent des corrélations, il s'agit d'interagir avec le monde. Alors, que pourrions-nous faire? C'est vrai qu'en Europe, aujourd'hui, nous voyons vraiment la montée des partis d'extrême droite. Nous pourrions nous demander aujourd'hui, voilà, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas moyen de bloquer des informations nocives qui finalement répandent comme cela la haine dans les sociétés? Peut-être que nos sociétés seraient meilleures. Peut-être que nous n'aurions pas ces montées des partis extrémistes. Je n'ai pas la réponse, évidemment. Par contre, ce que je sais, c'est que nous avons besoin d'un débat sociétal sur la question quels sont les enjeux. Alors, c'est vrai que l'on serait tenté de limiter les informations. Bon, je suis journaliste. Alors, évidemment, moi, je suis en faveur de plus d'informations, évidemment, d'une meilleure information en tous les cas. Y a-t-il d'autres questions? Toute dernière question peut-être pour Ken? Yeah. Do you think that
Pensez-vous que l'utilisation de Big Data pourrait améliorer la démocratie sur notre planète et pourrait permettre d'éviter les guerres? Bon, c'est une excellente question. Est-ce que l'utilisation du Big Data pourrait éviter les guerres, améliorer la démocratie? Alors, j'ai deux réponses. La première, c'est que forcément, comme cela, lorsque l'on découvre une nouvelle technologie, eh bien, on a tendance justement à dire qu'elle va résoudre tous les problèmes avec le télégraphe, la télévision, la radio. On s'est dit que cela allait mener à la paix sur le monde. Et avec l'Internet aussi, hein, voilà, le printemps arabe, par exemple. Oui, tout au début de l'Internet, on pensait que cela allait déboucher sur toute une série de solutions. Or, ce n'est pas le cas, parce que dans certains cas, Internet crée davantage de problèmes, crée de nouveaux problèmes, plutôt que de résoudre ces problèmes existants. Ça, c'est un premier élément de réponse. On pensait que le Big Data, ou on pense que le Big Data va résoudre ces problèmes, mais ce n'est pas le cas. En tous les cas, ce n'est pas la panacée. Et puis là, vous avez vraiment placé le doigt sur un problème plus grave, plus sérieux. Alors forcément, je ne veux pas que vous quittiez la salle ici déprimé, mais lorsque l'on pense à la façon dont la politique est réalisée, la façon dont le Big Data a été utilisé aux États-Unis, eh bien, on s'aperçoit que cela débouche sur un large éventail de nouveaux problèmes assez effrayants. Les deux campagnes ont des bases de données qui incluent toutes les données. Chaque électeur, peu importe qui ils sont, s'ils veulent voter ou non, s'ils veulent se rendre aux urnes ou non, peu importe si on arrivera à les convaincre ou non. Alors forcément, on place toute l'attention sur les États qui oscillent évidemment entre les deux grands partis. Il y a plusieurs comtés dans le pays qui auront vraiment du poids. Et donc, dans les campagnes électorales, on rassemble énormément de données sur les électeurs. On entre finalement dans leur vie privée. Bon, ça, c'est un problème. Et puis, ensuite, actuellement, 2014, Obama est vraiment assis, je dirais, sur un des atouts les plus précieux, les préférences électorales des citoyens américains. Alors, à qui va-t-il donner ces données? À Joe Biden ou bien à Hillary Clinton? Aujourd'hui, c'est le roi, c'est vraiment le roi. Bon, et c'est dans toutes les démocraties. Il peut, comme cela, perpétuer cette culture titulaire très riche, politique. C'est incroyable de dire cela parce que nous savons qu'en 92, en 94, si on avait demandé qui allait devenir le prochain président des États-Unis, personne n'aurait dit que cela aurait été Bill Clinton. Et en 2007, si on avait demandé qui allait être vraiment le leader des démocrates, Hillary, puis là maintenant il y a un jeune démocrate là, de l'État d'Illinois. Dans la politique, c'est intéressant, puis on l'a vu également en France. Lorsque vous avez une culture politique qui incarne le status quo et l'establishment et qui perpétue cela, il n'y a pas de renouveau. Il n'y a pas de renouveau, un renouveau dont la démocratie a besoin. La démocratie a besoin de nouvelles idées. Aux États-Unis, la seule bonne chose, c'est que nous avons un système présidentiel qui permet justement à de nouvelles idées de faire leur chemin, comme c'était le cas avec Obama. Mais vous perdez cela lorsque les données ont tant de pouvoir, sont si précieuses et lorsqu'elles sont en nombre si élevé. Et donc, moi, je suis vraiment très intéressée par ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas si vraiment on pourra prédire ce que les citoyens vont dire, si les citoyens vont voter plutôt à droite ou à gauche. Difficile d'émettre des hypothèses de vote.
difficile de dire, voilà, sur 300 millions d'Américains, qui va voter pour qui. Mais voilà, on sait que le système de partis aux États-Unis est très, très hiérarchique, bien plus aujourd'hui que par le passé. Voilà, vous le savez, la Belgique est bientôt également, sera bientôt amenée aux urnes également. Je pense que là, pour la Belgique, on aura besoin du big data hein, pour définir les résultats des élections belges. J'espère que ça vous a donné un petit goût de ce qu'on va essayer de continuer pendant l'année capitale de la culture entre Google et Mondeneum. On va travailler ensemble pour amener les gens comme Ken qui peuvent discuter ces sujets avec l'humeur, humor and fun and anecdotes. Donc, merci encore. Il y a pour tout le monde un petit boisson, quelque chose pour fêter après, et on va rester avec vous pour discuter dans un cadre informel. Merci encore, Ben. Bonsoir.